Masolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast Masolo Yakati, hors série consacré à la République démocratique du Congo face au Covid-19, au micro Trésor Kibangula. Au menu de notre échange, l'impact du coronavirus sur l'économie congolaise sont avec nous deux invités. En ligne de Kinshasa, le député Claudel André Lubaya, il s'intéresse aux questions des finances publiques, a travaillé sur le budget 2020. Il est également membre de la commission suivi et évaluation de l'Assemblée nationale. Bonjour monsieur le député. Bonjour Trésor et bonjour monsieur Losembe. Confinement oblige, en effet, notre deuxième invité est également en ligne depuis Bruxelles, cette fois-ci, Michel Losembe, businessman, entrepreneur, mais aussi consultant pour plusieurs institutions bancaires et financières. Il a été ancien vice-président de la Fédération des entreprises du Congo et président de l'Association congolaise des banques. Bonjour, monsieur Michel Losembe. Oui, bonjour, Trésor, et bonjour, honorable. Bonjour, mon frère. Quelques chiffres, en effet, quelques chiffres pour commencer. Mi-février déjà, plus de 5 milliards de dollars de recettes en moins sur le plan des trésoreries, moitié moins que ce qui était prévu dans le budget 2020. Baisse du prix du cuivre de près de 25% depuis le début de l'année. La projection de croissance se situerait désormais à 0,9% dans les meilleurs des cas contre 4,5% en 2019. Dans les pires des cas, on parle déjà d'une possible récession économique. Alors, monsieur Claudel André Lubaya, est-ce qu'on peut dire que c'est dans cet état assez critique que le Covid-19 trouve la République démocratique du Congo aujourd'hui? Merci de m'avoir associé à cet entretien. Il faut dire que le Covid-19 a trouvé un pays déjà exsangue, avec un budget au départ de 11 milliards, mais avec un plan de trésorerie de moitié, avec des ressources difficiles à mobiliser au plan local, et puis avec un programme avec les institutions financières internationales, un programme qui peine aussi à se concrétiser. Et c'est là que le Covid-19 est arrivé. Et il est arrivé, il nous a trouvés dans une situation très difficile, de sorte que il y a eu au départ un vent de panique, parce que sans infrastructure sanitaire appropriée, sans matériel ni équipement nécessaire pour ça, mais aussi sans ressources pour les acquérir. Aujourd'hui, principalement, nous travaillons, le gouvernement fonctionne avec la charité. Notre réponse sanitaire à la pandémie est principalement soutenu par la communauté internationale qui essaie d'apporter. J'ai vu la Belgique qui a apporté une aide, j'ai vu la Suisse qui a fait aussi quelque chose, j'ai vu l'FMI qui a fait, ainsi de suite. Donc ça nous met dans une situation très inconfortable. Le Covid-19 est un fouet pour nous en tant qu'État. Mais bon, nous espérons que plus ça prend du temps et plus la riposte s'installe, le gouvernement va pouvoir essayer de se retrouver, de se rechercher. Mais les ressources sont, il faut l'avouer, difficiles à trouver pour l'instant. En parlant justement de ces aides qui viennent de part et d'autre, le G20 a décidé, ce mercredi 15 mars au soir, d'accorder un moratoire sur la dette des pays pauvres à partir du 1er mai pour 6 mois reconductibles. Est-ce une bonne nouvelle pour la RDC, ça, monsieur Losembe? Oui, merci Trésor. Je pense que, comme l'a dit l'honorable Lubaya, le Covid-19 est un choc extérieur qui vient nous heurter de la même manière que d'autres chocs économiques que nous avons connus dans le passé, auxquels viennent s'ajouter le choc intérieur qui est celui de la santé publique. Et à ce point de vue-là, on est pris entre le marteau et l'enclume. Et malheureusement, les capacités de réaction de notre économie et de nos institutions publiques sont assez limitées. Aujourd'hui, nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que nous étions déjà tellement pauvres que le choc du Covid-19 ne va pas nous appauvrir davantage parce que notre capacité de rebond était déjà très faible. Autrement dit, tout ce que nous pourrons faire aujourd'hui ne pourra être qu'un coup de pied dans le fond de la piscine et remonter assez rapidement. La mauvaise nouvelle est que nous dépendons énormément de l'extérieur, comme vous venez de le mentionner sur les décisions du G20, et que l'extérieur aujourd'hui, autrement dit les Occidentaux au sens large, sont eux-mêmes frappés de plein fouet par le Covid-19 et sont totalement bouleversés et dans leur fonctionnement, dans leurs institutions et dans leurs capacités financières. Le moratoire, est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose parce qu'au moins c'est une décision positive qui va soulager la trésorerie de nos gouvernements et du gouvernement congolais en particulier
et de manière à ce que ce gouvernement puisse utiliser des fonds qui autrement auraient été destinés à financer le service de la dette et l'orienter vers le financement de la riposte. Mais il faut quand même que nous soyons réalistes. Est-ce que nous payons d'abord ce service de la dette de manière optimale? Si nous le payons, tant mieux. Mais d'après les chiffres que j'ai sur l'exécution budgétaire 2019, nous n'avons pas payé grand-chose, donc nous n'aurons pas grand-chose à réallouer. Et de deux, dans l'absolu, ce ne sont pas des chiffres énormes. Nous parlons de 120, 130 millions de dollars par an de l'impact du service de la dette, alors que d'après les plans préliminaires des besoins de la riposte, le docteur Mouyembe, dans le plan de riposte, a évalué la première action à 135 millions de dollars. Donc, on est quand même sur des choses très très limitées et il faut que nous soyons capables de mobilisation pour avoir une réponse sérieuse. Mais comment mobiliser justement les recettes lorsqu'on sait qu'aujourd'hui il y a baisse du prix des matières premières, il y a des dépenses nouvelles, et il y a des soupçons de détournement des fonds publics, les réserves internationales qui se trouvent à des niveaux très critiques. Donc l'économie, comme on disait tout à l'heure, l'économie congolaise s'est trouvée déjà en difficulté bien avant cette épidémie. Cela a même obligé les Fonds monétaires internationaux à venir en aide en décembre avec près de 370 millions de dollars débloqués d'une ligne de crédit d'urgence pour que les pays puissent essayer de répondre à des besoins urgents en matière de balance de paiement. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré l'état d'urgence sanitaire décrété, les pays, la RDC a les moyens de faire face à cette situation, monsieur le député Loubaya? Merci. Non, d'abord, je voudrais revenir sur la question du moratoire. En réalité, nous n'avons pas besoin de moratoire aujourd'hui. On a besoin, notre demande, c'est l'annulation de la dette. Parce on peut avoir le moratoire de 6 mois, mais au bout de 6 mois, nous n'avons pas l'assurance de nous relancer après 6 mois pour commencer, pour reprendre le service de la dette. C'est difficile et il y a aucun indicateur sûr à ce stade qui puisse nous garantir qu'après 6 mois, ou que dans 6 mois, nous sommes en avril, donc 6 mois, c'est-à-dire octobre, novembre, nous pourrons nous relancer pour commencer à reprendre notre service de la dette. Donc, à ce stade, comme l'ont dit certains chefs d'État africains, notre demande, c'est plutôt l'annulation de la dette. Et si la dette est annulée, ça peut nous permettre de faire face. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans le contexte actuel, il est aussi impossible de mobiliser les ressources. Parce que vous avez vu, il y a 48 heures, parmi les mesures destinées à atténuer le choc du Covid-19, il y a notamment des mesures qui ont été prises par le gouvernement et qui ont été communiquées par le ministre des Finances. Notamment la suspension de la perception de la TVA, de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Il y a plusieurs taxes dont la perception est suspendue pendant toute cette période pour permettre justement de soulager ne fût-ce que les entreprises, mais aussi les citoyens pendant toute la période de la lutte contre la pandémie. Et donc, je ne vois pas comment nous pouvons parler de mobilisation de ressources en cet instant. En ce qui concerne les ressources, par exemple, dans le secteur minier, presque toutes les entreprises ont fermé. Elles ont mis la clé sous le paillasson, tout simplement pour mettre le personnel à l'abri de la contagion. Et donc, pendant cette période, la mobilisation des ressources, elle est difficile, sinon impossible. Le gouvernement va fonctionner avec le strict minimum. Certainement, nous continuons à insister pour que le train de vie des institutions soit réduit, mais en même temps aussi que certaines dépenses jusque-là soient suspendues au profit de la lutte contre la pandémie. Voilà, il y a eu des mesures qui ont été prises pour essayer de faire souffler un peu les entreprises, mais qu'adviendra-t-il du budget 2020 qui est estimé à 11 milliards de dollars dont le financement était déjà hypothétique? Est-ce que le pays pourra continuer à espérer atteindre ces budgets ambitieux ou il faut maintenant penser à un collectif budgétaire? Le collectif est en cours. Je crois qu'au niveau du gouvernement, ils sont en train d'y travailler et nous attendons ça au Parlement, possiblement la semaine prochaine. Nous l'avions déjà dit depuis la semaine dernière. Nous avions répété encore. Il faut adapter notre budget, dépenses et recettes en tenant compte des réalités du moment. Et ces réalités veulent qu'aujourd'hui,
les recettes ne seront plus les mêmes que celles des 11 milliards initialement prévues, mais aussi que les dépenses prioritairement arrêtées au départ ne seraient pas les mêmes parce que maintenant le secteur de la santé devra prendre le gros de l'enveloppe mobilisée en ce qui concerne nos ressources. Monsieur Losombe, est-ce qu'il y a un impact de cette crise sur les banques, par exemple, sur les finances? On sait que les pays avaient déjà du mal à avoir assez de devises. Est-ce qu'aujourd'hui, le Covid-19 vient encore compliquer la situation? Oui, absolument. Le Covid-19, comme je l'ai dit en entrée de propos, prend en tenaille l'économie, prend le gouvernement, mais bien sûr le secteur privé. Vous avez évoqué tout à l'heure que le budget de l'État devrait être revu à la baisse et l'honorable Louabé vient de nous informer que le collectif budgétaire est en cours de préparation. Mais l'économie, ce n'est pas que les recettes de l'État. Les recettes de l'État, on parle de 5 à 10 milliards de dollars entre la réalité et les projections optimistes qui avaient eu lieu. Mais le PIB, donc la capacité de notre économie à produire de la richesse, s'élève, elle, autour de 50 milliards de dollars à peu près. Et aujourd'hui, quand nous disons que l'économie le taux de croissance de cette économie qui était prévu autour de 5% dans les dernières prévisions, qui vont être revus maintenant sur une croissance négative de l'ordre d'à peu près 2%, à en croire les derniers chiffres estimation du FMI, ça fait 7% d'écart en taux de croissance, mais sur un PIB de 50 milliards de dollars, qui est à peu près notre économie aujourd'hui, 7%, nous parlons ici de 3 à 4 milliards de dollars que notre économie va être capable de produire en moins que ce qui était prévu. Et ça, c'est un coût qui va essentiellement se ressentir sur le secteur privé. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions du côté du secteur privé, donc la FEC, d'autres organisations comme le collectif Makutano auquel je suis également membre. Nous essayons d'apporter de la réflexion pour amoindrir le choc que les entreprises vont subir. Et ce choc vient à deux niveaux. Nous avons parlé de la protection de la santé des populations, mais dans les populations, il y a les travailleurs, les salariés. Il faut les préserver, d'où toutes ces règles de confinement. Mais qui dit règles de confinement dit empêchement de travailler, dysfonctionnement des entreprises, et nous risquons d'avoir des faillites d'entreprises en cascade. Et si nous arrivons à ce point-là de faillite d'entreprises, avec des outils de production qui vont être cassés et qui auront énormément de difficultés à être remis sur pied, il faut que la priorité de l'État, avec ses faibles moyens, comme nous l'avons dit, qui vont être réduites par la pandémie, doivent être orientées pour empêcher ces entreprises de faire faillite. Nous n'avons pas, bien sûr, les finances publiques qu'ont des pays plus développés qui permettent d'injecter de la liquidité dans le secteur financier, qui permettent aux banques de proroger et de repousser les échéances des crédits accordés aux entreprises en difficulté, tout en faisant face aux demandes de retrait des déposants qui ont besoin de leur argent pour financer le ralentissement de l'économie. C'est un moratoire également, c'est celui du décalage du paiement de l'impôt pour donner un ballon d'oxygène aux entreprises. Mais je pense qu'à ce niveau-là, nous n'avons pas fait suffisamment. Les banques commerciales qui sont en RDC, dans l'absolu, n'ont pas des tailles énormes. Elles financent l'économie pour moins de 10% du PIB, alors que des pays en Afrique subsaharienne, des économies plus ou moins comparables, ont des financements bancaires qui s'alignent entre 25 et 30% du PIB. Donc leur capacité d'intervention pour soutenir l'économie est très très faible. Donc nous devons faire ici preuve de plus de volonté et d'imagination pour impliquer davantage le secteur privé dans la recherche de solutions en dehors de l'État, qui, comme nous l'avons vu, est aujourd'hui dans une situation encore plus faible qu'elle ne l'était. Mais où est-ce qu'on va trouver l'argent pour compenser, pour épauler les entreprises? On a évoqué la piste de la diminution du train de vie des institutions, mais est-ce qu'aujourd'hui on a une idée de l'étendue du problème? Peut-on, par exemple, savoir combien coûtent les fonctionnements de nos institutions au budget de l'État? Ici, je ne suis pas un spécialiste des finances publiques, mais ce que je peux dire sur le bon sens général, c'est que nos institutions, aujourd'hui, ont un coût de financement, un coût de fonctionnement qui est énorme. Donc, c'est le coût que nous avons bien voulu lui allouer pour faire fonctionner notre démocratie. Vous savez que nous avons un système où nous tenons des équilibres précaires, où les institutions tiennent parfois suite à des grands écarts spectaculaires.
Et tout cela nous amène à financer des institutions éléphantesques qui coûtent énormément d'argent. Je suis certain qu'en sus de soutien de la communauté internationale et en sus de ce que le secteur privé sera éventuellement à même d'amener dans le soutien de l'économie, il y a un exercice d'amaigrissement nécessaire et indispensable, je pense, dans le fonctionnement de nos institutions pour dégager des ressources et faire face, à court terme en tout cas, à cette pandémie. Monsieur le député, où est-ce qu'on peut aller chercher ces ressources supplémentaires lorsqu'on parle de la diminution du train de vie? Est-ce qu'il y a une institution qui est visée? Il y a l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui a préconisé par exemple de resserrer l'équipe gouvernementale. Où est-ce qu'on peut trouver l'argent lorsqu'on parle de la diminution du train de vie des institutions? Non, ce sont les économies qui sortiront justement de cette diminution du train de vie des institutions. Quand vous prenez les rémunérations de ces institutions, vous prenez le fonctionnement de ces institutions, ça coûte énormément. Et c'est là qu'on peut puiser de l'argent. Je ne sais pas quantitativement combien ça fait, mais je pense que les rémunérations, enfin le fonctionnement à lui seul dans le budget de l'État, il prend presque 40 ou 45%. Mais il y a moyen de le ramener à 20%, il y a moyen de dégraisser. Mais j'ai suivi l'ancien Premier ministre qui a dit qu'il fallait revoir le gouvernement. Mais il n'y a pas que le gouvernement. Il y a plusieurs établissements, plusieurs services, plusieurs structures aujourd'hui qui sont créées, qui existent, qui sont là. Mais il y en a aussi celles qui sont traditionnelles, qui fonctionnent, mais qui ont un personnel pléthorique. Malheureusement, dans un contexte comme celui-ci, où il y a ces chocs de Covid-19, chercher à dégraisser les effectifs, c'est aussi un problème. Mais il y a moyen, tout en maintenant ces effectifs, revoir à la baisse, ne fût-ce que le fonctionnement, les rémunérations, et ainsi de suite. Je crois qu'il y a moyen de trouver de l'argent. Parce qu'au-delà de ça, l'État doit continuer à garder une certaine viabilité pour être en mesure d'assumer pleinement ses pouvoirs régaliens. Et ça, il faut qu'il y ait de ressources, il faut qu'il y ait de moyens. Mais c'est vrai, on est en crise, mais c'est aussi pendant la crise qu'on peut créer le moyen. Mais où trouver le moyen? Comment faire? Ça, je pense, à la fin de la crise, nous arriverons à nous dire d'où nous venons. Et parce que nous sommes sortis de cette crise au départ sanitaire, mais aujourd'hui économique et sociale, quelles sont les leçons que nous en tirons et quelle est l'orientation que nous pourrons donner à la direction de notre pays, de nos finances publiques, de toutes nos institutions pour qu'on puisse aller de l'avant et qu'on évite ce qui est en train de nous frapper en ce moment. Et avant d'y arriver, mais qui doit prendre cette initiative déjà de réduire le train de vie des institutions? En fait, l'architecture institutionnelle de notre pays est claire. Il y a l'exécutif, il y a le Parlement, c'est vrai, mais c'est d'abord l'exécutif qui doit prendre cette initiative. C'est au niveau du gouvernement. Parce que nous sommes certes, comme Parlement, nous ne sommes qu'autorité budgétaire, nous examinons les prévisions qui viennent du gouvernement. Et donc, c'est au gouvernement de prendre cette initiative et nous continuons à le demander, nous continuons à insister pour que très vite et très rapidement, le gouvernement se concentre sur cette question. Elle est une question réelle, elle est fondamentale et tout le monde en parle. Il est du devoir du gouvernement de se concentrer en même temps sur la lutte contre la pandémie, mais davantage sur la mobilisation de recettes par la réduction du train de vie. Quels sont les secteurs concernés? Quels sont les départements concernés? Quels sont les circuits concernés par la réduction du train de vie? Ça, c'est de l'initiative exclusive du gouvernement. Quand ça viendra au Parlement, c'est à ce moment-là que nous pourrons nettoyer tout ça pour l'améliorer comme nous le faisons d'habitude. Est-ce que M. Losembe a une idée des secteurs où on peut aller chercher l'argent, où on peut réduire ces trains de vie des institutions congolaises? Je pense que l'honorable Loubaya a dit ce qu'il fallait en termes d'initiative. Pardon, Claude Loubaya, excusez-moi. A dit ce qu'il fallait en termes d'initiative de l'exécutif. Une piste qu'il faut pas négliger également, c'est celle de l'amélioration de la gouvernance et du contrôle. Parce que nous avons beaucoup d'argent public qui n'est pas utilisé à son meilleur escient. Et je pense que ça, c'est une source importante de revenus qui permettra d'être réorienté sur l'action sanitaire et sur le financement de la riposte. Et là, il y a une responsabilité au législatif, bien entendu, mais aussi au niveau de tous les acteurs publics ou privés qui
ne sont pas toujours concentrés sur la bonne gouvernance et l'efficacité de l'investissement public. Autrement dit, il y a une nécessité de continuer à lutter ou à commencer peut-être à lutter contre la corruption parce que ça pourrait avoir un impact positif dans cette lutte contre le Covid. Naturellement. Je pense que la corruption n'est qu'un des volets. En tout cas, en tant que ancien acteur du secteur financier, nous avons aussi la fuite des capitaux, l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent. Ce sont autant de ventres mous de notre système financier dans lequel beaucoup de ressources sont englouties et ce sont autant de ressources qui aujourd'hui concentrées peuvent nous permettre de dégager ce qu'il faut en interne pour faire face à cette urgence sanitaire. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, c'est un processus et un état d'esprit qu'il faut initier, mais je pense que le Covid-19 est un bon wake-up call, comme on dit en anglais, pour se ressaisir et orienter notre réflexion et notre action dans cette direction. Et qu'en est-il de l'économie informelle? Parce qu'on sait que les Congolais vivent pour la plupart au jour le jour. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact du Covid-19 sur l'économie informelle en RDC? À partir du moment où on parle de santé publique, oui, l'informel va souffrir comme l'économie formelle. Nous croisons des doigts que la faible progression de la pandémie aujourd'hui en RDC et dans les pays d'Afrique subsaharienne se maintienne comme telle pour que nous ayons le temps de souffler, de nous organiser, à faire face dans l'éventualité où elle venait à s'intensifier, ou que nous permettent de poser les réformes nécessaires pour y arriver. L'informel, d'une manière ou d'une autre, a permis à notre pays de traverser les 2-3 dernières décennies où nous avions eu des difficultés, des crises économiques graves, des crises socio-politiques, voire militaires, des conflits armés. L'informel nous a permis de résister, de traverser ces périodes sans que le pays ne s'effondre. Donc je pense qu'aujourd'hui l'informel va rester une colonne vertébrale de notre système économique, bien qu'il faut absolument que la résistance du système sanitaire soit efficace. Donc nous avons une responsabilité ici en tant que citoyens et en tant qu'entrepreneurs pour nous assurer qu'il y ait un minimum qui soit fait et que nous puissions passer au travers de cette nouvelle crise. Et en attendant, monsieur le député, surtout, cette question s'adresse à vous. Certaines voix commencent à suggérer dans d'autres pays que le remède, le confinement, devient de plus en plus pire que le mal, le coronavirus, notamment car le ralentissement économique provoqué pourrait aussi provoquer de morts. Est-ce que ce type d'argument est valable pour la RDC? Est-ce que vous plaidez pour une réouverture des frontières extérieures et intérieures, par exemple? Non, ce point de vue-là ne passe pas. Les mesures de confinement ne tuent pas. Ce qui tue, c'est le fait que les gens arrivent à braver ces mesures, à sortir pour s'exposer à une contagion, à une contamination possible. Donc pour ça, ici, en ce qui concerne la RDC, les mesures qui sont déjà en vigueur devront être maintenues et renforcées parce que l'objectif pour nous au Congo, ça doit être le moins d'infections possible. Comment on fait pour les salariés qui ne peuvent plus se rendre au travail? Est-ce que l'État peut mettre en place un chômage payé, les chômages partiels? Comment protéger les emplois? Toutes ces questions ne posent pas un problème de protection sociale des Congolais, finalement? Mais écoutez, sur le principe, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est toujours l'homme d'abord parce que à terme, c'est l'homme qui constitue la société et qui va continuer à faire fonctionner, à la faire produire et à produire les richesses pour les générations futures. Mais aujourd'hui, il faut pas se leurrer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à Kinshasa, il n'y a que la Gombe qui soit confinée. Le reste de la ville, bien qu'il y ait un certain nombre de mesures et des barrières de protection, des gestes barrières qui sont dictés par le ministère de la Santé, la plupart des 23 autres communes de Kinshasa, les gens circulent librement, se réunissent, les bars sont ouverts. Et c'est très difficile parce que la pauvreté est la caractéristique de notre économie informelle et que nos populations doivent sortir au jour le jour pour aller gagner leur pitance et de faire fonctionner, nourrir leur famille et faire fonctionner l'économie informelle. Aujourd'hui, quel est le meilleur modèle que nos autorités sanitaires peuvent utiliser pour limiter la contagion et maintenir nos économies, nos sociétés qui fonctionnent?
C'est ça le modèle qui n'a pas encore été vraiment trouvé et pour lequel il faudrait améliorer la collaboration avec les grandes villes africaines qui sont confrontées à exactement la même problématique. Nous parlons surtout aujourd'hui en termes de prévention plutôt que d'intervenir après coup. Mais c'est là-dessus que nos peu de ressources aujourd'hui doivent être axées. Je suis d'accord que les frontières doivent rester absolument hermétiquement fermées pour empêcher des personnes éventuellement infectées de l'extérieur de venir aggraver la situation dans notre pays. Mais il faut que nous puissions soutenir toutes les initiatives qui permettent de limiter les contagions et le port de masque obligatoire dans les transports, le maintien des gestes barrières, la fermeture d'un certain nombre d'édifices où les gens se rassemblent beaucoup, l'interdiction des rassemblements. Je pense que ce genre de mesures préventives aujourd'hui doivent être ceux qui retiennent l'attention de nos décideurs et qui l'appliquent au premier degré pour effectivement rejoindre l'honorable Loubaya ici. On doit absolument protéger nos populations. Nous n'avons pas les moyens, avec notre faible infrastructure sanitaire, de les soigner une fois qu'ils sont malades. Alors, mettons tous nos moyens, nos faibles moyens aujourd'hui, nos ressources, pour investir dans tous les moyens de prévention possibles. Est-ce que les mesures de prévention ne doivent pas être accompagnées ou même renforcées par des mesures sociales? On a vu qu'il y a eu suspension des paiements de factures d'électricité et d'eau à Kinshasa. Mais est-ce qu'il y a d'autres mesures qui doivent être prises pour essayer un peu d'accompagner aussi les Congolais dans cette épreuve? Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est vers cela que doit apporter la réflexion. Mettre des points d'eau ou réhabiliter des points d'eau dans les quartiers très peuplés, permettre d'apporter de la nourriture pour les personnes qui seraient amenées à bouger moins ou être confinées, permettre de mettre à l'abri les catégories de population les plus exposées. Donc je pense que c'est toutes les réflexions que nous devons amener et aller vers cela. Ça demande de l'organisation, du leadership, ça demande des ressources, mais ça en demande moins que ce qui serait nécessaire pour réparer les dégâts après coup. Je pense que c'est vers cela qu'il faut que notre exécutif et nos décideurs s'orientent. Et les entreprises privées, nous voyons dans des pays comme le Nigeria par exemple, les grands capitaines d'industrie nigérians qui s'impliquent et qui investissent, mais qui coordonnent leur action. Et ça, c'est un peu ce qui nous manque même du côté du secteur privé chez nous. C'est un manque de coordination que je déplore et qu'il faudrait absolument que certaines organisations comme la FEC prennent à bras le corps pour s'assurer que le secteur privé, le secteur extractif qui génère un peu de ressources, puisse aujourd'hui venir en soutien à une politique publique qui soit clairement énoncée. Un mot peut-être pour terminer, on va parler très rapidement de la relance de l'économie après cette crise sanitaire. Est-ce qu'il y a des pistes pour l'après-coronavirus, monsieur le député? Oui, bien sûr. Il doit y avoir plusieurs pistes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous appartient pour l'instant de gérer le coronavirus et à la fin d'en tirer des leçons. Des leçons pour notre pays, des leçons pour notre forme de l'État. C'est à tous les niveaux pour voir comment nous pourrons nous relancer. Alors, comment nous allons nous relancer? Je crois qu'on doit investir davantage dans le secteur privé, voir comment soutenir l'informel, parce qu'au départ, ici, ça sera très compliqué. Ça sera très, très difficile pour les petits porteurs qui sont dans la rue, qui sont habitués à vivre au quotidien. Il leur sera très difficile de se remettre en place. Et donc, ça va demander absolument de la part de l'État, de la part du gouvernement, un certain nombre de mesures courageuses au lendemain de la sortie de cette pandémie. Monsieur Michel Osembe? Je vais répondre par une image. L'image, je vais la prendre exactement sur le comportement de la pandémie du coronavirus lui-même. Vous savez que les chances de survie d'un individu qui est infecté par le coronavirus, c'est d'avoir le moins de comorbidité possible. Et malheureusement, la corruption, le mauvais leadership, le manque de gouvernance sont des causes de comorbidité du fonctionnement de nos institutions et de nos chances d'émergence après crise. Donc faisons cela, réduisons ces comorbidités, c'est important et c'est presque la condition sine qua non pour survivre au Covid-19. Donc je pense que si nos décideurs aujourd'hui prennent la mesure de la crise et se concentrent sur l'essentiel,
améliore le leadership et la gouvernance, et la bonne gouvernance et la bonne gestion au quotidien, ils vont réduire nos chances de ne pas nous relever du Covid-19. Donc, monsieur le député, est-ce que dans ces contextes, le pays peut toujours espérer parvenir à un accord avec le FMI pour le programme formel? Au lendemain de la crise, le Congo aura 60 ans d'indépendance, 60 ans en tant qu'État indépendant, géré par ses propres fils et filles. Est-ce que ses propres fils et filles, leur priorité après 60 ans, et au sortir d'une crise aussi brutale, est-ce que leur priorité c'est comment faire pour entrer en programme avec la Banque mondiale ou le FMI, ou plutôt comment faire pour nous remettre d'abord nous-mêmes en question? Nous devons nous remettre en cause. Ces 60 ans d'indépendance, de malgouvernance, ont fait du Congo un champ de ruines. Et dans les décombres là, nous devons tirer des leçons. Et ce sont ces leçons qui vont nous permettre de nous relancer, quitte à voir si, après nous être relancés par nous-mêmes, nous pouvons compter sur la solidarité des organisations internationales ou d'autres pays étrangers. Peut-être qu'on va terminer avec vous, Monsieur Losembe. Est-ce que vous pensez que dans ces contextes, le programme formel du FMI reste un objectif pour l'État congolais? Oui, absolument. Je pense que c'est indispensable. Bien sûr, la crise vient bousculer un peu. Nous avons besoin là de fonds d'urgence et je pense que le FMI a dans son panel de produits des facilités à très court terme qui permettent de soutenir la balance des paiements des pays en difficulté. La RDC est dans cette situation-là. Et je pense qu'aujourd'hui, le décaissement de 360 millions de dollars qui se prépare va être d'une importance vitale dans nos finances publiques et nous permettre de participer de manière plus active et plus concrète aux besoins immédiats de la crise sanitaire. Mais à terme, nous amènera à continuer à améliorer les différents critères d'éligibilité et arriver à ce programme. Quand le FMI, dans l'absolu, amène l'administration publique à plus d'orthodoxie et de discipline technique administrative, et un programme est de nature à rassurer les investisseurs tant publics multilatéraux que privés qui demain seront amenés à soutenir la RDC dans l'émergence d'après crise sanitaire Covid. Merci beaucoup, Monsieur Michel Losembe. Merci aussi au député Claudel André Loubaya d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Masolo et Akati est un podcast du groupe d'études sur le Congo. N'hésitez pas à retrouver les précédents épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.